pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger. Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette rentrée 2024 et de recevoir aujourd'hui Willy Pelletier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors Willy Pelletier, vous co-signez avec Julie Gervais et Claire Lemercier, qui hélas ne pouvaient pas se rendre disponibles aujourd'hui. Vous co-signez donc cet ouvrage qui vient de paraître chez Amsterdam, qui s'intitule La haine des fonctionnaires. Alors, je tiens à préciser que, étant fonctionnaire moi-même, à temps partiel certes, mais depuis 30 ans tout de même, je suis très très concernée par ce livre et je n'avais jamais pensé que la haine des fonctionnaires était assez substantielle pour constituer un objet de recherche. Et votre livre en établit pourtant la démonstration. Cette haine des fonctionnaires, elle est bien bien établie, on la retrouve partout, jusque et y compris chez les fonctionnaires eux-mêmes. Du côté des classes populaires, vous mentionnez ces fureurs populaires qui se déversent en plaintes et en griefs contre les services non rendus par des agents publics toujours pris en défaut. Et puis du côté des élites, nul n'ignore que l'essentiel des politiques publiques en la matière consiste à décimer les différents corps de fonctionnaires depuis 40 ans, fonctionnaires mis sur la sellette à cause de leur supposé manque d'efficacité. On reviendra sur cette critique. Alors on le voit, il y a un discours critique des fonctionnaires qui est très massif, très généralisé, qui est une sorte de passage obligé de la rhétorique néolibérale et qui irrigue tous les discours depuis les hautes sphères médiatiques et politiques jusque dans les conversations de café du commerce, comme on dit. Si bien qu'on est tenté de penser que en matière de discours, la théorie du ruissellement, ça marche, ça ruisselle bien à tous les étages de la société, cette critique des fonctionnaires. Alors, l'un des effets produits par ce discours, c'est une homogénéisation artificielle d'une réalité pourtant très disparate. Et votre livre s'emploie à nuancer le tableau de la fonction publique pour faire apparaître les réalités nombreuses et très contrastées que recouvre cette catégorie de fonctionnaires, qui est un peu abusivement essentialisante. Et puis surtout, votre travail analytique met au jour le projet politique souterrain et néanmoins extrêmement manifeste, projet politique néolibéral de destruction de la fonction publique, une sorte de saccage qui est mis en œuvre depuis plusieurs décennies, si bien qu'on comprend peu à peu que ce qu'il y a de haïssable dans la fonction publique, ce ne sont pas les agents eux-mêmes, mais précisément ce projet politique de saccage de la fonction publique qui tend à détruire et les missions du service public et les agents et les usagers eux-mêmes. Tout le monde a à souffrir de ce saccage du service public. Mais alors avant de rentrer dans l'exploration des mille et une facettes de la fonction publique et du saccage qu'on lui inflige, j'aimerais commencer par évoquer les enjeux formels de votre livre, parce que j'ai été très frappée en le lisant par la singularité de l'écriture. C'est un ouvrage qui tranche beaucoup avec les bouquins qu'on a coutume de lire dans ces collections, voilà, qui publient des sciences sociales dans une langue plutôt académique, relativement neutralisée dans ses effets formels. C'est les usages en vigueur. Or, vous faites avec vos co-autrices le choix d'une écriture extrêmement incarnée, vivante, truculente, qui va mobiliser non pas une langue, mais des langues. Il m'a semblé que plusieurs langues étaient parlées dans cet ouvrage, et je suppose que ça correspond à une stratégie d'écriture de votre part, une stratégie concertée avec vos co-autrices, et j'aimerais bien vous entendre sur ces choix stylistiques, les choix formels qui ont été les vôtres, et les enjeux, les buts que vous poursuiviez avec ce type de stratégie d'écriture. Oui, je crois que c'est dans Le théâtre et son double, peut-être je me trompe, mais que Antonin Artaud écrit en substance. Jamais on n'a autant parlé de civilisation et de culture, or je considère que le monde a faim. Et que l'écriture devrait avoir la force vivante de la faim. Ouais. Et à quoi bon écrire si ce n'est pas pour traduire, essayer de faire écho à ce qu'il y a, par exemple, comme colère, qui ont la force vivante de la faim, d'une rage longtemps rentrée, mais qui s'en va exploser presque à tout instant. Cette haine des fonctionnaires, c'est de l'explosif. Ouais. Ah oui. Et donc, comment ne pas en rendre compte de cette façon? Mais vous avez raison de dire qu'avec Julie Gervais et Claire Lemercier, c'est en effet comme ça qu'on a décidé d'écrire.
des sciences sociales. Et dans le premier opus, pourrait-on dire, de ce travail qui s'appelle « La valeur du service public », qui est paru il y a 2 ans à peu près, nous avions déjà adopté pour beaucoup ce type d'écriture, une écriture qui peut paraître violente aux gens que la réalité ne violente pas, oui. Mais qui n'est pas violente, qui est simplement une forme de vie qui n'est pas supportable. C'est, paraître pédant, mais c'est Ludwig Wittgenstein qui, dans sa seconde philosophie, indique qu'il y a une indissociabilité entre jeu de langage et forme de vie. Un jeu de langage, une langue, c'est une forme de vie. Ouais. Et donc, rendre compte, par exemple, des milieux populaires, parce que vous avez raison de dire qu'il y a plusieurs formes de haine qui s'imbriquent, et sans doute faut-il d'ailleurs les distinguer, mais qui confluent néanmoins, pour rendre compte des colères en milieu populaire, soit en réalité on censure les formes de vie qui s'expriment dans le langage des milieux populaires, soit on a le courage enfin de les dire. Et si je puis me permettre, à l'endroit de mes collègues qui font des sciences sociales, qui dans la quasi-totalité des cas ne sont pas lus, si ce n'est par leur père, et encore, leur langue doucereuse, ou même quand elle dit la domination, ne fait pas ressentir la domination, exprime aussi leur forme de vie. Oui, qu'il y a quelque chose d'émollient, en fait, dans une langue très policée qui fait disparaître les rapports de domination, en quelque sorte. Oui, il y a un conformisme de l'académisme qui fait qu'on est entre gens sur parquet ciré, alors que la vie, elle est plutôt du côté de chez mon voisin, dont la fenêtre est d'en face, qui est salarié agricole, j'habite dans l'Aisne, entre Soissons et Noyon, qui est salarié agricole et dont la fenêtre est fissurée et qui n'a pas assez d'argent pour remettre, pour changer du mastic ou un joint, voilà, et qui a mis du scotch, lequel se décolle, il en remet, puis ça se décolle. La vie, c'est plus ça, hein, plutôt que les moquettes à triple épaisseur. Voilà. Donc, si on veut parler du monde social et notamment des groupes populaires, il ne faut pas les censurer. Alors, certains d'ailleurs nous ont dit, dans le monde culturel, vous ne pouvez pas écrire ça, c'est impossible, c'est trop trash. D'ailleurs, ce que disent les gens, mais vraiment, c'est pas recevable parce que. Mais il y en a des fois qui sont bêtes. Vieille figure du racisme social d'ailleurs, que de bestialiser des gens qui sont effectivement loin socialement de soi. Mais pour nous, il est essentiel de retranscrire ce qui est la vie empêchée et l'avenir interdit. Oui. Alors donc ça passe effectivement par des formes assez brutales. Il y a beaucoup de citations de vos enquêtés. Là, je tombe sur une citation de Cédric qui s'exprime comme ça. « Moi, je te dis qu'ils nous chient à la gueule, tes fonctionnaires. Rien à attendre de ça. Même si la police, j'ai rien contre. Au contraire, il n'y en a pas assez contre les petits bougnoules qui foutent le brin dans les banlieues. On le voit assez. » Donc ça nous dit, voilà, à la fois que c'est des classes populaires, y compris donc celles qui vont voter plutôt RN, avec une composante raciste qui peut être forte, mais on entend au passage dans ce discours, voilà, cette haine des fonctionnaires, ils nous chient à la gueule, tes fonctionnaires, rien à attendre de ça, vraiment le côté, c'est une masse compacte, homogène et intégralement haïssable. Alors, on est du coup plongé au début du livre à ce niveau-là de l'expérience du service public, c'est-à-dire du côté d'usagers qui sont extrêmement critiques, très en colère, et vous prenez notamment le cas de ce motard accidenté, ça démarre comme ça, il y a une incarnation, un motard accidenté sur une route de campagne parce qu'il a dérapé sur des gravillons et qui s'est retrouvé ensuite la moto sur la jambe pendant plusieurs heures avant que le SAMU ou l'ambulance puisse arriver, puis ensuite aux urgences il a patienté. Donc en fait vous racontez la trajectoire de cet homme qui à tous les endroits de sa souffrance
met en cause le service public sur l'entretien des routes, sur le délai d'attente aux urgences, et qui estime que voilà, il a souffert terriblement à cause des fonctionnaires. Que répondre à ce motard accidenté qui, en effet, a souffert et qui considère que ce sont les fonctionnaires qui sont intervenus, ou les agents qui sont intervenus à toutes les étapes de son parcours, que lui répondre sur le fait que c'est plus ou moins de la faute des fonctionnaires. Comme vous l'indiquiez à très juste titre tout de suite, confluent trois flux ou trois flots de haine différentes des fonctionnaires. Il y a traditionnel depuis les années 80 à peu près, et la réévaluation des idées du marché sur le marché des idées, pourrait-on dire, la conversion de la gauche au néolibéralisme, devenu la gauche de droite, ou une droite de gauche, je ne sais pas. Il y a la haine traditionnelle des démolisseurs de la fonction publique. La haine de, c'est-à-dire la haine que portent les démolisseurs. Que portent les démolisseurs oui, de la parce que fonction haine publique. De, c'est toujours ambigu, hein, mais tout à là, fait. c'est la haine Alors, ressentie par les démolisseurs de la fonction publique. Ouais. Qui sont pour bonne part des hauts fonctionnaires. Hein, on y revient beaucoup. Oui, mais on finira avec eux, si vous voulez bien. Là, je voudrais démarrer de l'expérience des usagers les plus voilà, il y a un second type de haine qui est la détestation des fonctionnaires en milieu populaire, et puis un troisième qui est un troisième flux de haine qui est la détestation des fonctionnaires pour ce qu'ils sont obligés eux-mêmes de faire. Tout à fait. Bon. Mais comment répondre à ce motard accidenté, etc. C'est extrêmement difficile de lui répondre. En tout cas, pas en quelques phrases. Il faut tout le livre, quoi. Oui, j'allais dire, mais regardez, la haine des fonctionnaires est une fiction bien fondée, comme aurait dit Pierre Bourdieu. C'est-à-dire qu'elle est fondée dans une forme de réalité de l'expérience. Bon. Et contre la réalité de l'expérience... L'expérience des usagers. Des usagers. Contre cette réalité de l'expérience, j'ai mal, cette route de merde, il y a des gravillons de... Bon, que répondre ? On ne peut pas répondre uniquement... Il y en a, Truffant, le livre, hein, on ne peut pas répondre uniquement avec des chiffres issus des rapports épais de la DARES, de l'INSEE ou du Sénat, etc. Des statistiques qui pourtant disent l'objectivité d'une situation. Il est extrêmement difficile de répondre, si ce n'est en associant, mais peut-être y reviendra-t-on à un moment donné, ceux qui font usage des services publics à ceux qui sont en première ligne pour faire tenir les services publics, c'est-à-dire les fonctionnaires eux-mêmes. Là, ce qu'on essaye de dire en même temps que lui souffre, c'est ce que font les agents des routes au même moment, en train ici de déneiger avec des déneigeuses qui n'ont plus d'âge et qui sont à moitié hors service, d'astreinte très souvent, insuffisant en nombre, bien sûr insuffisant en moyens, parce que vous savez pourquoi est-ce qu'on met des gravillons sur les routes ? Parce que ça coûte moins cher. Oui, et d'ailleurs les agents qui les mettent, ces gravillons, n'aiment pas, eux-mêmes ils disent c'est de la merde, on n'aime pas faire ça parce qu'on sait très bien que c'est inefficace pour assurer la sécurité sur les routes. Donc... Parce qu'ils ont aussi des enfants, ils l'ont été ou le sont encore. Par exemple, ils sont motards eux aussi. Par exemple, ils sont automobilistes aussi. Ils savent très bien que les gravillons, c'est pas... Bon. Et alors, les gravillons, c'est peut-être pas, j'allais dire, sexy, mais ça peut ruiner la vie, oui, bien sûr. Et en même temps, c'est tellement symptomatique d'une fonction publique territoriale laissée vraiment très... hors du jeu, quoi, dans une comptabilité qui est en déficit de façon structurelle, quasiment. Oui, alors là, en arrivant sur le terrain de la comptabilité, on rentre sur l'énormissime question de la réduction des moyens et des arguments comptables qui justifient, soi-disant, la réduction de la qualité des services publics rendus. Il y a toujours cet argument comptable de ça coûte moins cher. Les fonctionnaires, soi-disant, ça coûte trop cher et il faut mettre en œuvre des politiques publiques qui coûteraient moins cher. Par exemple, les gravillons, c'est parce que ça coûte moins cher. Un goudron plus enrobé, ça coûte plus cher. Absolument. Donc on fait le choix de foutre ces gravillons sur lesquels tout le monde se casse la gueule et les motards sont accidentés, etc. parce que ça coûte moins cher. On rentre là donc dans la logique comptable dont il apparaît
à mesure qu'on avance dans votre ouvrage, qu'en réalité, elle n'est pas si rationnelle que ça. C'est-à-dire qu'au nom de la réduction des coûts, en réalité, bien des services publics, en réalité, dépensent beaucoup plus d'argent. Simplement, les sommes sont allouées à d'autres destinataires que les agents de la fonction publique, et la qualité des matériaux, des équipements. En fait, il y a plutôt plus d'argent qui est dépensé. Simplement, l'argent part ailleurs que dans le service public. Alors, il faut justement faire un point sur cette question des moyens. Est-ce que vraiment il y a moins de moyens dans la fonction publique, ou simplement une allocation différente de la ressource publique? Non, il y a eu une compression des budgets de la fonction publique. Ouais. Avec ce mantra diffusé dans les écoles du pouvoir, l'ENA surtout, mais maintenant l'ENA est pour les élites qui arrivent dans ce qu'on appelle la noblesse managériale publique-privée. Il y a ce mantra de la recherche d'une rentabilité financière immédiate. Oui. Rentabilité financière, mais le dernier terme, immédiate, est très important. Ouais. Bon. Et donc, chaque manager, quelle que soit sa taille, mini-manager ou haut manager, va s'employer à immédiatement arriver, réorganiser, fusionner les services, essayer de traquer des coûts pour avoir une feuille comptable qui va bien, quoi. Sauf que la durée de vie, et ça c'est une des dimensions très importantes du massacre des services publics, la durée de vie dans les services publics de ces managers est d'à peu près 2 ans. Oui, ils ne font que passer. Autrement, s'ils restent 3, 4, 5 ans, ils sont considérés comme has-been. Leur carrière est une carrière qui est ralentie, etc. Donc, ils réorganisent en désorganisant et ne voient même pas les effets de ce qu'ils produisent. Donc, on est devant une circulation aveugle des élites qui cassent à tous les niveaux, dans la territoriale ou bien dans la fonction publique d'État, les services publics. On rappelle qu'il y a 3 catégories de la fonction publique, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. C'est ça. Hein, et que, en fait, quand on nous sort des statistiques sur la fonction publique en général ou les fonctionnaires en général, il faut toujours regarder de plus près. Vous citez l'exemple des statistiques produites notamment par l'IFRAP, là, pour dire « Oh là là, les fonctionnaires sont de plus en plus en arrêt maladie, ils prennent beaucoup trop d'arrêt maladie ». Vous faites un zoom pour regarder, attendez, quelle catégorie de fonctionnaires part plus en arrêt maladie? C'est dans la fonction publique hospitalière et territoriale, qui sont effectivement les plus soumises à la pression de la destruction de leurs conditions de travail. Donc c'est très très important de nuancer à chaque fois. Quand on parle des fonctionnaires, il faut toujours préciser de quel type de fonction publique on parle, et puis surtout de faire la différence entre les très hauts fonctionnaires avec lesquels on finira cet entretien et les agents sur le terrain qui, eux, sont soumis à des conditions de travail particulièrement redoutables. Alors, s'agissant de ces agents de terrain, là, je mentionnais le fait que on a dit à un moment que, oh là là, ils se mettaient en arrêt maladie de plus en plus. En réalité, il y a beaucoup de fausses d'idées fausses qui circulent sur les fonctionnaires, alors que les enquêtes montrent que les fonctionnaires travaillent davantage et souvent plus durement que les salariés du privé, qu'ils ne prennent pas plus d'arrêt maladie, plutôt moins, enfin qu'il y a des réalités statistiques de la fonction publique absolument contradictoires avec tout ce qui circule comme parole médiatique sur, soi-disant, ces paresseux, ces planqués que sont les fonctionnaires. Alors, comment ça se fait que les réalités statistiques de la fonction publique soient à ce point inaudibles dans les discours médiatiques? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire valoir la réalité de nos métiers, de nos conditions de travail, et qu'on nous objecte toujours ces espèces de fantasmes sur les fonctionnaires sont des planqués, sont des paresseux, ils branlent rien, ils sont tout le temps en vacances, quoi. Pourquoi ça ne prend pas? D'une part, parce qu'il y a des entreprises de promotion de ces fake news.
Ouais. des entreprises. Alors vous citiez l'IFRAP, Oui. l'Institut Montaigne, tant Alors d'autres. l'IFRAP, oui, mais l'IFRAP c'est sympa parce que Oui. c'est Agnès Verdier-Molinier, Tout c'est à ça, fait. cette espèce d'incroyable animatrice de discours néolibéral qu'on voit sur plein de médias. C'est elle qui est la, je sais pas comment on dit, la porte-parole ou la communicante de l'IFRAP, donc cet institut dont on peut peut-être un petit peu parler. Quelle est la fonction de l'IFRAP? À quoi sert Agnès Verdier-Molinier? Je ne veux pas personnaliser. Je pense qu'elle a une fonction au-delà de sa personne. Si ce n'était pas elle, ce serait quelqu'un d'autre. Hein. Mais l'IFRAP est essentiellement, d'ailleurs, financé et fondé par des grands groupes privés pour s'employer à massacrer les services publics, alors symboliquement, mais promouvoir des solutions autoritaires aussi, parce que maintenant le discours se déploie un peu partout, mais avec des effets, puisque ça fait chambre d'écho, comme vous le dites, on l'invite beaucoup, de telle sorte que cette fameuse formule, je crois de Goebbels, ou je ne sais plus, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose, à force d'entendre n'importe quoi. Mais si vous voulez, et puis les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Tout à fait. Par exemple, je décale un tout petit peu, mais puisqu'on a le temps, notre propos, en France, on laisse croire qu'il y a une montée de l'insécurité. On en est, pour l'année 2024, à 996 homicides. On fait croire une progression extrêmement forte. L'année 2023, on était à 954. Donc oui, on est dans une progression. Enfin, on est dans des chiffres qui sont véritablement... Et donc, les chiffres, on leur fait dire, dans leur manipulation, beaucoup de choses. Simplement, il y a en effet des données que nous rappelons sur la pénibilité du travail. Les fonctionnaires, pour beaucoup, sont qui? Ce sont des ouvriers. Sont des employés. Ce ne sont pas des cadres de la fonction publique ou des gens qui sont assis sur leur siège, peinards, alors que les autres salariés mettent leur corps à la peine. Non, ce sont des agents d'entretien, 600 000. Bon. Donc, ce sont des aides-soignantes. Et les aides-soignantes, tout comme les infirmières d'ailleurs, subissent, on le voit, on le sait parce qu'elles fuient maintenant leur travail, subissent en plein des souffrances à la fois psychologiques et physiques dans l'exercice de leur métier absolument insupportables. Les infirmières maintenant considèrent comme des ouvrières du soin, le terme est d'elles. Les aides-soignantes, bien souvent, entre elles, il y a cette formule VCM, visage main cul. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Oui, pour la toilette des patients, parce qu'ils n'auraient... Et on ne peut pas parler, et on ne peut pas... Et puis ces images de corps meurtris, de corps maltraités, violentés, vous suivent dans votre sommeil et vous suivent chez vous. Oui. Ou là, les cas, justement, dans ce type de personnel, chez les aides-soignantes ou les infirmières, les burn-out sont de plus en plus nombreux parce que précisément, elles ne se mettent pas suffisamment en arrêt maladie quand elles ont les premiers signes de leur propre détresse. Et du coup, elles vont jusqu'au burn-out parce qu'elles savent aussi que si elles s'arrêtent, c'est le reste de l'équipe qui va devoir doubler d'efforts pour compenser leur absence. Donc, c'est effectivement là des secteurs de la fonction publique qui sont particulièrement éprouvés physiquement et qui sont à l'opposé de l'espèce de caricature qui circule sur la paresse ou le côté planqué, effectivement, des fonctionnaires. Oui, puis il y a ce rapport au corps aussi en milieu populaire, parce que les fonctionnaires, je l'ai dit, ce sont pour beaucoup des travailleurs pauvres d'ailleurs, et des travailleurs qui font beaucoup d'heures. Regardez le nombre d'heures des infirmières ou des aides-soignantes qui dépassent de beaucoup les salariés du privé. Et même dans la fonction publique d'État, pour un salarié en moyenne, alors les moyennes, bon, évidemment, dissimulent de l'hétérogénéité, mais néanmoins, vous avez
les salariés du privé qui sont aux alentours de 39 heures hebdomadaires, les salariés du public 40 heures, et les salariés du public effectuent 90 heures, un peu plus, supplémentaires par an. Les heures sup, voilà, bien les sûr. heures sup. Donc, faire tourner la boutique. Les salariés de la fonction publique sont les policiers, ce sont les gendarmes, ce sont aussi les égoutiers. Oui, hein, oui. Les égoutiers dont l'espérance de vie est de 57 ans. Bon. Et qui s'en vont avec des seaux, avec faire en sorte que la vie soit possible pour nous toutes et tous. Bon. Pour les aides-soignantes et pour l'ensemble de ces travailleurs populaires, en réalité, il y a la question du rapport au corps. Le corps est un capital pour ceux qui ont peu d'autres capitaux, et on ne dévalue pas son propre capital, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de la souffrance avant, par exemple, de s'arrêter. C'est pourquoi, on ne s'écoute pas, comme on dit en milieu populaire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, est particulièrement indigne la campagne actuelle relative aux arrêts maladie et à l'augmentation des arrêts maladie. Qu'on voudrait pénaliser. On voudrait pénaliser les fonctionnaires qui souffrent. Alors même que s'ils souffrent, il faudrait peut-être se demander pourquoi. C'est-à-dire, après quelle intensification de la vie au travail, les gens en viennent malgré tout. Et malgré le fait qu'ils vont perdre de l'argent, et malgré le fait que pour eux, y compris quant à leur image propre, c'est coûteux, à se mettre en arrêt maladie. Donc, il y a évidemment là-dessus des campagnes qui sont orchestrées et qui finissent par s'inscrire dans les représentations collectives, j'allais dire. Mais en ce qui concerne les groupes populaires, malheureusement, c'est aussi l'expérience de leur relation aux fonctionnaires empêchés d'aider qui sont à l'origine de ces rejets, détestations, fureurs, rage. Fureur qui se trompe un petit peu de destinataire, c'est-à-dire qu'en réalité, là où un usager souffre d'un service non rendu ou mal rendu, en fait, il a en face de lui, sans le savoir, un fonctionnaire qui souffre tout autant, sinon plus, du service mal rendu. Et donc, il y a quand même une sorte d'erreur d'adressage de la fureur, de la colère, parce que, par exemple, sur la dématérialisation des services publics, on a tous eu à s'arracher les cheveux sur des nouvelles procédures en ligne ou pour aider nos vieux parents, sur des procédures en ligne absolument infernales, c'est des sortes de jungles interminables et d'une complexité hallucinante. Bon, à ce moment-là, évidemment, c'est des moments où on a la haine du service public mal foutu. Mais en fait, je comprends dans votre livre que les fonctionnaires détestent tout autant les agents qui sont chargés d'assurer ce type de service sur les formulaires de retraite, les formulaires pour, des maisons de retraite, etc. Les agents eux-mêmes deviennent fous à cause de la dématérialisation. Eux-mêmes n'ont plus d'interlocuteurs à l'intérieur de leur propre service, sinon des espèces d'intelligence artificielle avec des jolis noms ridicules pour communiquer. Donc voilà, en fait, cette colère exprimée dans les milieux populaires contre les fonctionnaires, elle ignore que les fonctionnaires qui en sont la cible souffrent tout autant de la dégradation. Oui, comment pourrait-elle l'appréhender? La colère a des causes, les colères ont toutes des causes et sous certains rapports, il est difficile de dire qu'elles ne sont pas légitimes puisqu'elles sont. Oui, une colère serait toujours légitime? Si elle est ressentie, elle est légitime. Dans la mesure, ça existe quand même, des colères qui se trompent de cible. Oui, mais elles existent. C'est-à-dire que si on veut lutter contre les colères, on ne peut pas les délégitimer, les dénoncer ou les pourfendre. Il faut d'abord comprendre qu'elles expriment des vies, et des vies qui sont rendues intenables, de sorte que les gens explosent. Bien. Moi, je vois, par exemple, en Picardie, pour ne prendre que cet exemple, pour aller dans maintenant, comme la compression du périmètre des services publics et le nombre des lieux de services publics a été extrêmement réduit. Beaucoup ont été vendus d'ailleurs au privé. Bon. Il faut aller
pour prendre contact avec le service public dans les maisons France Service Public, bien, qui sont théoriquement, c'est ce qu'on nous avait vendu, à une demi-heure. En réalité, plus à 3/4 d'heure ou à 50 minutes en voiture, sauf que moi, mes voisins, dans les petits villages où alentour de chez moi, on vote à 75% à peu près Marine Le Pen, circulent en mobilette. Ce qui fait que pour aller dans une maison France Service Public, il leur faut 1h30 à peu près, aller, pour voir une personne devant soi, à l'accueil, en front office, qui va recevoir leur demande, mais qui n'est, elle, spécialiste de rien, c'est-à-dire pas de droit foncier, pas de droit fiscal, pas de droit des retraites, pas de, etc. Bon. Et qui donc va noter sur un morceau de papier qui sera ensuite transmis back-office le cas d'une personne. C'est ainsi qu'une personne est transformée en morceau de papier. Elle est transformée en dossier. Et c'est ce dossier qui ensuite va lui revenir un mois plus tard, après encore une fois qu'il ait dû louper un jour de travail, enfin au moins une demi-journée, pour généralement être refusé faute de moyens ou parce qu'il n'a pas été rempli correctement. Donc on voit que tout ceci est insupportable à des gens dont la vie est déjà insupportable. Qui ne peuvent plus se chauffer, qui, avec l'inflation, ont vu leur possibilité même de se nourrir très diminuée. Je vous parlais de mon voisin salarié agricole, il s'en va glaner du bois le long des routes pour trouver du bois de chauffage l'hiver. Bien. Dans le monde rural pauvre, où déjà la somme des colères est extrêmement élevée, la colère contre les fonctionnaires rajoute dans cette somme des colères qui fait voter Marine Le Pen ou Rassemblement National par vengeance sociale. Bien. Et si on ne l'entend pas, alors il serait trop tard. Bon. Oui, mais l'entendre, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire entendre cette colère-là? Comment on répond à cette colère-là? Les votes expriment des vies. Les votes, ce sont des vies. Et donc, il faut transformer très profondément les conditions de vie des personnes. Oui, c'est ça. Ouais. Mais les services publics, dans ces trames de vie, étaient les seuls lieux, pourrait-on dire, où on recevait encore de l'aide sociale, de la protection, ou même un peu de... j'allais dire, de sociabilité. Vous savez, dans les coins où je suis, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, c'est l'historienne Claire Lemercier qui le faisait valoir récemment, et Dieu sait si elle a raison. Dans les coins où je suis, l'entre-soi populaire, les lieux de l'entre-soi populaire sont véritablement effondrés. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout chasse, pêche, nature et tradition, mais enfin, il n'y a plus de société de chasse. Je suis encore moins majorette, mais il n'y a plus de société de majorette. Pas du tout église, mais enfin, il n'y a plus d'église. Et où les classes de primaire ont aussi été fermées. Et dans tous ces lieux, les personnes recevaient, par le regard des autres, une image de soi, j'allais dire une estime de soi, une forme d'identité qui n'est plus. Dans les salles d'attente même des services publics, dans les files d'attente, dans les lieux, on recevait aussi cela parce qu'on se côtoyait, parce qu'on pouvait se parler, parce qu'on pouvait se voir, parce qu'ils étaient là localement, donc on voyait des voisins. On recevait dans le regard des autres une image de soi qui construisait une identité positive de soi. Et désormais, qu'est-ce qui reste dans ces lieux comme identité positive de soi, alors que les autres ne sont pas connus, alors qu'on ne se connaît pas, alors que c'est chacun seul, et donc chacun sa merde, ne reste qu'une imagerie faussée des autres, une idée que les autres auraient plus que soi et que ce serait illégitime, et puis... dans ce sauf-qui-peut général, la générale s'appelle Marine Le Pen. Et donc, l'effondrement en milieu populaire des services publics, qui produit cette fureur et cette rage populaire, contribue puissamment à faire augmenter les votes pour le Rassemblement national. Ce qui est extrêmement grave par ailleurs, parce que comme ces lieux d'aide sociale n'existent plus, où vont les gens quand ils ont besoin d'aide ? Dans les permanences des élus et notamment des députés.
et notamment des députés qui, pour 150 d'entre eux, sont Rassemblement National, qui ainsi, parce qu'ils vont faire leur job, hein, qui ont de plus en plus par ailleurs de permanents, puisque le financement public des partis politiques les a dotés de budgets assez conséquents. Ces gens font leur job. Quel est-il? De trouver un peu des solutions, mais de clientéliser aussi. Bien sûr. Et c'est ainsi que se créent en cascade des clientèles de votants RN dans toutes ces zones où, en cascade également, les services publics ont été, un collègue disait, dépouillés. C'est le grand dépouillement. Ouais. C'est le grand massacre, en réalité. Mais là, ce qui peut surprendre, c'est que tous ces usagers particulièrement mortifiés dans leur expérience quotidienne, ils se tournent donc vers plutôt le RN, alors que, par exemple, la France Insoumise, elle a un discours, elle a une offre sur la rénovation, la restauration des services publics, sur mettre nos services publics à une demi-heure réellement de chez nous. Il y a une proposition de gauche qui est faite. Comment ça se fait que cette proposition de la France insoumise sur une vraie offre de services publics, elle soit inaudible et que ce soit toujours le RN qui ramasse la mise? Parce que dans les milieux populaires, on a appris à ne plus se payer de mots. On n'y croit pas. Non. La parole politique est parfaitement démonétisée. Sauf celle du RN. Celle du RN, pas davantage. Il est faux de croire, et avec Gérard Mauger, on a l'an passé publié un livre collectif qui est le fruit quand même de 8 ou 10 années d'études de terrain, qui s'appelle Pourquoi tant de votes RN dans les classes populaires, aux éditions du Croquant. Et où on montre ceci, c'est que la quasi-totalité, enfin une très large partie des votants RN ne connaissent pas le programme du RN. Oui. Les gens ne votent pas RN pour leur proposition. Non, effectivement. Ouais. Ils n'ont pas le rapport aux choses politiques d'un lecteur du Monde diplomatique. Non, bien sûr. On sent que c'est le parti qui recueille la colère. Certains même sont en désaccord avec beaucoup de ce qui est dit quand on... Ouais. Quand on leur fait état de ce qui est dit dans les programmes, et y compris par exemple sur l'immigration. Bon. Donc l'idée d'une adhésion au programme du RN est une fantaisie issue de milieux politisés ou surpolitisés. Et l'idée qu'on pourrait changer des vies en les enrobant de mots et de promesses est aussi une projection de son propre rapport à la politique sur des gens qui ont un rapport tout à fait autre. Donc le vote RN, c'est une manière de voter pour ceux que tout le monde déteste, parce que comme ça, on vote pour le parti détesté officiellement par le système, parce que c'est ce qui permet le mieux d'exprimer notre fureur. Il y a plusieurs choses. Notre fureur, oui, c'est le cas de le dire. Je l'entendais EUR. Mais il y a plusieurs choses en réalité. D'abord, il y a des votes Rassemblement National et pas un vote Rassemblement National. Hein, c'est tout à fait différent. Les causes du vote peuvent être variées, bien sûr, hein, mais il y a au moins ceci, c'est que avec l'effondrement des entre-soi populaires et avec l'effondrement des entre-soi que les services publics, y compris, contribuaient à stabiliser, je parlais de l'école, une communauté de parents ou de grands-parents, c'est de l'entre-soi populaire. Qu'est-ce qui reste comme identité positive? Il reste comme identité positive quand on est en CDD plus qu'en CDI, quand le travail ne définit plus une position sociale et qu'on est au travail menacé par des jeunes générations qui elles-mêmes, alors certainement sont en intérim, en CDD, et qui n'ont rien à foutre de ce que vous êtes. On les comprend, hein, ils sont exploités, mais surtout ils vont passer et ne pas rester. Comme identité positive dessous, il reste « je suis français, moi ». Et pire, ou bien identiquement, je suis, pour les hommes, je suis un mec, un vrai. Donc on a cette double identification qui pousse à voter pour des gens qui prétendent restaurer une identité fantasmée, d'ailleurs, parce que l'identité française est une identité fantasmatique. C'est aussi le vote RN
se grandir souvent, hein, par rapport à ceux qui sont juste dans l'échelle sociale inférieure à soi quand soi-même on amorce une dégringolade sociale. On le voit dans des banlieues, alors cette fois-ci plus urbanisées, à l'endroit des immigrés. Je ne suis pas comme ces gens-là. Oui, oui. Et donc le vote, il faut comprendre son aspect magique presque. On va voter, on se fait du bien l'espace d'un instant. Tout en sachant que la vie, elle ne va pas changer. Hein. Une fois qu'on va sortir, les années, ça ne va pas changer. Mais l'espace d'un instant, on se réhabilite aux yeux de soi-même en disant, si je puis m'exprimer de la sorte, mais c'est bien ce qu'il faut dire, fuck à tous ceux qui nous emmerdent, parce qu'en réalité, oui, ils nous emmerdent. Et donc, il faut transformer les conditions d'existence des personnes, les espaces relationnels pour qu'il y ait d'autres identités positives qui puissent se reconstruire, et les conditions objectives d'existence pour que ces vies ne soient pas en face à face avec ce qui exprime cette colère-là, c'est-à-dire le maximum de ce qu'il est possible d'exprimer comme colère. Voilà. Hein. C'est ça l'enjeu. Nous, avec nos amis du collectif Coude à Coude, c'est ainsi qu'on a proposé, par exemple, la mise en place un peu partout de banquets populaires pour que les entre-soi puissent se reconstruire, couplés à des centres d'entraide d'urgence, où on pourrait se prêter des outils, se donner des coups de main, faire de l'aide administrative, voire même de l'aide médicale ou de la prévention gratuite, etc. Chacun est responsable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se laver les mains de la situation en disant les gens qui haïssent les fonctionnaires sont des imbéciles et les gens qui votent RN, qui parfois sont les mêmes, sont des abrutis. S'ils en sont arrivés à ces situations en milieu populaire, c'est que leur vie a été à ce point ébranlée et brisée en de multiples morceaux que voilà où ils en sont. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, qui ne sommes pas dans cette situation, pour retisser et des avenirs et des confiances et des possibilités de vivre qui soient un tout petit peu supportables. Bon, il faut se relever les manches. Hein. Il faut ne pas considérer simplement que ça viendra de politique publique, parce que ça ne vient pas de politique publique. Alors, depuis des années, les politiques publiques sont détruites. Hein, où les politiques détruites sont publiques. Mais tout au moins, on ne peut pas abandonner les milieux populaires à la condition qui est la leur aujourd'hui. Oui, enfin, on ne peut pas non plus complètement s'abstenir de regarder ce qui se passe du côté des massacreurs quand même, regarder comment ça s'est passé, cette destruction des services publics, au nom de quel argument elle a été entreprise, soi-disant la réduction des coûts, mais votre livre fait apparaître à maintes reprises combien, soi-disant, la réduction des coûts se traduit souvent par des coûts en externalisation qui sont tout à fait considérables, menant parfois à des situations totalement ubuesques. Enfin, on se souvient, ça avait été médiatisé, que le gouvernement avait sollicité le cabinet McKinsey pour commanditer une enquête sur l'avenir du métier enseignant, quand cette enquête pouvait être tout à fait mise en œuvre par des agents, des fonctionnaires, hein, des chercheurs en sciences sociales, en sciences de l'éducation. Ils auraient pu très bien faire ce travail gratuitement, parce qu'ils sont payés en tant que fonctionnaires. Bon, le pouvoir a choisi de payer 496 000 € le cabinet McKinsey pour un séminaire qui n'a jamais eu lieu. Et la commission d'enquête qui a permis d'avoir l'audition du chef qui a piloté cette mission est hallucinante. Vous retransmettez, enfin, vous transcrivez le verbatim de ce mec qui a juste rien à dire. Là, on voit que de l'argent, il y en a, que ça part vers les cabinets de conseil, les entreprises privées qui vont pouvoir faire de l'aide à la sollicitation des aides publiques. Donc, en fait, de l'argent, il y en a. Ce n'est pas exactement qu'on veut réduire les coûts. C'est qu'on veut supprimer des postes de fonctionnaires. Quand même, ce qui apparaît, c'est ça. Et c'est notamment ce qui est prévu par la loi organique
C'est ça, la La LOLF LOLF, la 2001, LOLF, c'est oui. loi organique relative aux lois de finances, qui prévoit que désormais, pour mettre en œuvre une mission, il ne faut surtout pas créer de postes, il ne faut pas embaucher de fonctionnaires, il faut déléguer à des prestataires privés. Alors, il faut revenir sur cette loi de 2001, parce que c'est vraiment, me semble-t-il, la cristallisation parfaite du fantasme néolibéral, du désir néolibéral, d'empêcher la fonction publique de travailler avec ses propres agents en déviant la ressource publique vers le privé. Donc cette loi de 2001, qui a porté ce projet, comment elle est passée dans l'opinion publique à l'époque Passé sous silence, surtout. Oui, c'est ça. Elle a été promulguée en août 2001, genre en août, quand on est tous à la plage, c'est ça? Oui, en réalité, la LOLF, qui est une loi ancienne, vise à faire en sorte que il n'y ait plus de dettes, ou le moins de dettes possible et le moins de dépenses publiques possibles, donc dans les activités des services publics. Bien. Mais depuis lors, il y a eu quand même beaucoup d'accumulation de lois pour comprimer les moyens et les personnels des services publics. Hein. Mais juste une petite anecdote qui dit tout d'une certaine façon. L'ARS, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui gère donc la santé d'un Français sur 5 à peu près. Hein. Crise Covid, elle est dirigée par Aurélien Rousseau, qui sera ensuite ministre de la Santé, puis directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Mais Aurélien Rousseau s'en va donc de l'ARS. Par qui est-il remplacé? Par Amélie Verdier, directrice du budget, l'une des personnes qui a écrit et promu le plus la LOLF. Oui. C'est-à-dire que là, dans la santé, où vous êtes face à une crise d'une ampleur quasi inégalée, pour remplacer un conseiller d'État, me direz-vous, mais on met une budgétaire qui, elle, a pour souci premier, et c'est son métier, de resserrer les cordons de la bourse. Alors, le mantra absolu, hein, tout tourne autour de cela, et de cette nouvelle noblesse, qui n'est plus simplement, comme Bourdieu le disait, la noblesse d'État. Non, elle a d'autres caractéristiques, une noblesse managériale publique-privée, qui colonise l'État et qui gouverne, ce mantra vise la rentabilité financière immédiate des services. Tout en sachant bien que cette rentabilité financière immédiate crée des coûts qui sont des coûts à moyen terme ou à long terme bien plus coûteux que ceux que l'on entend. Alors parfois c'est ubuesque. Par exemple, vous avez des interventions en chirurgie cardiaque ou dans les hôpitaux, puisque les hôpitaux publics sont sommés d'être rentables, où on renvoie, où on s'emploie à renvoyer dans la journée même le patient chez lui. Qu'importe si il n'a aucun moyen d'être suivi, qu'importe. Mais comme on est jugé rentable au nombre d'interventions que l'on fait, ou au nombre de places de lit que l'on renouvelle, on rentre dans un système qui est évidemment, en termes de santé publique, parfaitement ubuesque. Et donc, il n'y a pas de rationalité économique. Moi, je tiens à souligner ce point, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de rationalité économique. Les néolibéraux sont toujours présentés comme des faiseurs d'économie, quoi. Il faut, on va être plus rationnel. En réalité, il n'y a pas de rationalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de dépenses derrière. Comme vous venez de l'illustrer, ça fonctionne moins bien et en fait, on va générer du coup des coûts derrière quand on renvoie des patients alors qu'ils ne sont pas cicatrisés, qui ne sont pas remis. Et donc, en réalité, il me semble que l'argument de la réduction des coûts, la réduction des budgets, est une sorte de cache-sexe, de faux-nez, qui cache autre chose. La réduction du nombre de fonctionnaires, elle est visée pour elle-même. Ce qu'on n'aime pas, ce n'est pas la dépense, c'est le fonctionnaire. Absolument. Et là, j'ai une hypothèse à tenter, qui est que le fonctionnaire, le statut du fonctionnaire, c'est, comme le dirait Bernard Friot, une institution communiste. C'est un salaire attaché à la personne et non pas au poste de travail, un grade dont le fonctionnaire est titulaire, un salaire à vie. Le statut de la fonction publique, du fonctionnaire, est une institution communiste. Et au fond, j'ai le sentiment que le projet néolibéral ne vise pas tant à faire des économies, à réduire la dépense publique, qu'à petit à petit détruire la fonction publique en tant qu'elle est une institution communiste qui fait obstacle à son projet idéologique.
Vous voyez ce que je veux dire? Vous Oui. citez jamais les travaux de Bernard Friot, alors que je trouve que sur la fonction publique, il a des analyses qui sont Oui, stimulantes. Bernard est de toute façon stimulant. Simplement, comme nous on fait de la sociologie, on cite surtout les enquêtes que l'on Oui, fait. bien sûr. Mais le fonctionnaire est aussi, ou les fonctionnaires sont aussi, par leur statut, désormais, parce que ce n'était peut-être pas le cas auparavant, par leur statut, virtuellement indociles, Oui, puisqu'ils obéissent à des règles qui sont théoriquement universelles, oui. et qui Sur l'intérêt général, sur le l'intérêt service rendu général, aux usagers. voilà, Ouais. et qu'ils ne sont, et que virtuellement tout ça est très virtuel, on le sait, mais la virtualité de l'indocilité Mhm. est chose absolument insupportable pour toute élite qui se respecte. Oui, qui veut des agents serviles Voilà. et non Donc, pas susceptibles de résister. Donc ça bien veut dire que le statut du fonctionnaire et notamment cette indépendance du fonctionnaire qui est L'indépendance. garantie normalement statutairement, on peut considérer qu'elle continue d'être valable parce que sur cette question de l'indépendance du fonctionnaire, sa capacité à entrer en quelque sorte en dissidence avec des consignes qui lui paraîtraient non conformes au service qu'il est censé rendre. Est-ce que c'est encore vrai? Moi, j'ai été voir du coup la loi sur le statut justement du fonctionnaire. C'est la loi de 83, je crois. Et en fait, quand on regarde l'article Légifrance, partout c'est abrogé, abrogé, abrogé. Ça renvoie à d'autres textes de loi. C'est devenu une espèce de jungle législative. Et je me suis demandé, étant fonctionnaire moi-même, dans quelle mesure il y a encore aujourd'hui dans les dispositions législatives une vraie indépendance du fonctionnaire qui est garantie. Elle est restée dans les textes? Globalement, l'indépendance du fonctionnaire est encore garantie et justement, casser définitivement le statut est l'étape supérieure du démantèlement des services publics qui peut-être va être mis en œuvre bientôt. Ouais. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas réussi à toucher à ça. Alors, ils ont suffisamment massacré. Hein. Ouais. Mais quand je dis massacré, il faut se rendre compte qu'en effet, les fonctionnaires sont rendus eux-mêmes en détestation de ce qu'ils sont obligés de faire. Tout à fait. Je veux donner 2 exemples peut-être simplement, mais Ouais. pour dire quand même à quel point ces professeurs de sciences économiques et sociales, depuis la réforme il y a quelques années du programme de sciences économiques et sociales qui promeut une pensée unique libérale en réalité, alors qu'auparavant la pluralité des explications du monde social était à l'œuvre, et qui sont obligés d'enseigner ça. Ouais. Oui, c'est dans les manuels scolaires maintenant, Voilà. hein, c'est dans le programme. Non, et ils sont obligés par des inspections, Ouais. par le programme du bac, par etc. N'en peuvent plus. Ouais. Bien. Et malgré tout, parce qu'ils ont des formes d'indépendance et parce qu'il n'y a pas un flic dans chaque salle de classe, il y a des dissidences possibles de temps à autre. Ils peuvent tirer un fil malgré tout, même si ce n'est pas dans le programme. Tirer un fil pour... Tout à fait. Bien, bien. L'idée, c'est qu'ils ne puissent plus tirer de fil. Bien. Mais c'est une souffrance. D'abord, c'est beaucoup plus de travail, mais c'est une souffrance que pour eux d'enseigner ça. Une assistante sociale de secteur, Nadine, que nous citons d'ailleurs plutôt dans la valeur du service public cette fois, mais qui s'en va aux toilettes pour pleurer. Parce qu'elle doit, vous le disiez tout à l'heure, effectuer toutes ces opérations, alors qu'on voit aussi à France Travail, hein, de reporting, où il faut sans cesse donner aux managers le compte-rendu, suivant des algorithmes qu'ils ont eux-mêmes définis, donc qui n'ont aucune espèce de validité, de ce que l'on fait, et qui cannibalisent le temps de travail, et qui cannibalisent ce que l'on peut faire, de telle sorte qu'elle-même, qui était par vocation, par mission presque, rentrée dans la fonction publique pour aider, ne peut plus aider. Bon. Ne peut plus aider comme elle devrait. C'est juste matériellement impossible. Elle a devant elle des gens qui n'ont rien et qu'elle aidait en allant sur les terrains parfois, pour des logements sociaux ou pour des aides. Bien. Et qui n'en peuvent plus et qui évidemment explosent. Le nombre de fonctionnaires qui sont affrontés maintenant
à des explosions physiques, de violences physiques. Ah oui, dans les agences où ils reçoivent. Voilà, des gens qui se mettent à leur hurler dessus, ça croît absolument considérablement, y compris d'ailleurs parce que auparavant, quand il y avait des cas délicats, d'abord premièrement, on avait le temps de traiter les gens avec un tout petit peu d'attention, de rentrer dans le cœur du dossier pour voir comment on allait s'en tirer ensemble. Maintenant, c'est devenu impossible, tant on a des activités, par exemple, de reporting à effectuer. Mais aussi parce qu'il y avait un collectif de travail dans le service qui avait la mémoire des altercations et de comment les gérer. Comme ces collectifs de travail ont été, par des réorganisations, fusions successives, détruits, il n'y a plus cette mémoire-là. Alors qu'est-ce que vous avez maintenant dans la fonction publique et dans ces services un peu sensibles? Des vigiles privés. Des vigiles privés, et y compris par ailleurs, si vous voulez, à l'université. Moi, à l'origine de ce livre, pour ma part, je ne parle pas pour Julie ni pour Claire, mais à l'origine de ce livre, il y a ces scènes invraisemblables que je vis sur mon lieu de travail, où des vigiles privés, alors qu'auparavant il y avait des appariteurs publics. Pourquoi cette haine des fonctionnaires émanant de hauts fonctionnaires eux-mêmes qui s'en vont casser la fonction publique et nous mettre des vigiles d'entreprise, des vigiles privés, sillonnent les couloirs des facs, demandent les cartes d'étudiants une fois à des jeunes picards vraiment blancs, et parfois souvent blonds, mais plusieurs fois aux garçons racisés, et quant aux jeunes filles qui portent foulard, alors il faut parfois 3 fois par jour qu'elles vident leur sac avec tout ce que ça peut avoir d'humiliation ressentie, d'intrusion. Voilà. Bien. Ce livre veut signaler que nous sommes à un point de bascule historique où toutes les conditions d'une liquidation symbolique et pratique des services publics, qui sont les services de l'aide sociale, de la protection sociale et de l'égalité, les seuls services de l'égalité peuvent être remis définitivement en cause. Et cela coûte très peu aux riches, qui d'ailleurs ont très peu accès aux services publics. Oui, en fait, ils ne les mobilisent peu, ils n'en ont pas besoin des services publics. Même ils ont quasiment aussi des polices privées. Ils ont besoin des services publics parfois pour certifier des actes de reproduction sociale concernant leurs enfants, et encore, mais c'est à peu près tout. Ils vont dans des cliniques privées où ce n'est pas comme à Laon ou à Soissons, qui sont des petits hôpitaux, ou en Corrèze, puisque vous citiez le cas de ce motard initialement, on attend 8 à 9 heures aux urgences. Et alors vous avez des patients qui sont fort abîmés, ou leurs familles qui s'en prennent aux urgentistes. S'en prennent aux urgentistes, et presque physiquement, souvent. Les urgentistes, aujourd'hui, ne recrutent plus en sortie de faculté de médecine comme spécialité, parce que c'est un métier extrêmement difficile, mais surtout, les gens ne veulent plus, tout comme les infirmières du public s'en vont. Dans quelle situation sommes-nous? Dans une situation d'une rare gravité et dangerosité, qui est un point de bascule historique. Alors ça ne va pas se jouer dans les 6 mois, mais certainement dans les années qui viennent. Donc il est encore temps, et il est encore temps, selon nous, pour lancer des conférences locales des besoins de services publics, qui verraient se lier, parce qu'il faut cette alliance neuve, qui verrait se lier des usagers qui ont besoin de services publics et des salariés des services publics qui n'en peuvent plus d'avoir insuffisamment de moyens pour travailler. Et si on réalise ça, alors d'abord, premièrement, en milieu populaire, les gens peuvent avoir le sentiment que leur parole est entendue et ne sera pas vaine, alors qu'ils sont toujours méprisés, et on peut s'engager vers un programme, j'allais dire, comme, si vous parliez de communisme, vers un programme commun de réinvention et de reconstruction des services publics, car nous en sommes là aujourd'hui. Si on ne le fait pas, alors dans ce cas, bientôt, il n'y aura plus d'aide sociale, il n'y aura plus
de possibilités d'égalité sociale. Alors, s'agissant des transformations qu'on pourrait imaginer, donc tout le système a l'air d'être vachement verrouillé parce que tout en haut, il y a quelques milliers de très hauts fonctionnaires complètement acquis à la cause néolibérale de la réduction des postes de la fonction publique. En plus, il y a la LOLF, qui de toute façon, cette loi, elle prévoit qu'on ne doit pas embaucher de fonctionnaires sur les missions. Il faut faire partir l'argent vers des prestataires privés. Et du coup, je me posais la question, mais dans l'hypothèse, par exemple, politique-fiction, où Lucie Castet, elle-même, énarque, elle-même formée à cette école qui a l'air de produire quand même essentiellement des conservateurs de l'ordre dominant, est-ce que Lucie Castet, sortant de l'ENA, était elle-même une figure suffisamment atypique pour pouvoir porter quelque chose comme une rénovation, voire une rupture? Et quand bien même elle aurait été cette figure-là, une figure de rupture, mettant en œuvre le programme du NFP jusqu'au bout, y compris dans ses formes les plus radicales, est-ce que de toute façon, elle ne se serait pas heurtée à la résistance de cette sorte de caste que sont aujourd'hui les très hauts fonctionnaires qui tiennent le système et qui ne démordront pas de leur projet néolibéral? C'est une vraie question. Tout d'abord, Lucie Castet était une bonne solution, dans la mesure où c'est une dissidente. Ouais. À l'intérieur de ce corps d'élite de l'État, elle-même ne fait pas partie de cette noblesse managériale public-privé. Oui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de passage dans le privé, elle. Non, c'est ça, elle a l'air d'être vraiment dans le service à l'inverse de l'État. de Tracfin. Hein, ouais. Et donc, elle est chargée de réguler initialement dans son travail au plus possible ces prises illégales d'intérêt ou ces trafics financiers qui... Alors, ce qui est fondamental pour bien comprendre la détestation en actes de la noblesse managériale publique-privée envers les fonctionnaires, c'est la dynamique que vous rappeliez de leur carrière. Ouais. Pour qu'ils réussissent, alors il faut qu'ils circulent du public au privé, un poste élevé dans le public étant recruté ensuite comme poste plus élevé dans le privé, s'il réussit à développer une transformation managériale de son service. Laquelle transformation consiste toujours en une atrophie. En une compression. Cost killer. En gros, il s'agit toujours de réduire les coûts et c'est un élément de promotion dans la hiérarchie. Plus on sait couper les coûts, enfin tuer les coûts, plus on grimpe dans la hiérarchie. Vous aviez vous aviez un service qui était la statue de la liberté, il est comprimé façon César. Oui, c'est ça. Et puis, plus petit encore, etc. Et donc, évidemment, à un moment donné, il ne peut plus aider. Bien. Mais ces réorganisations-fusions, donc, signent la performance managériale. Oui. Et à ce moment-là, le manager d'État va avoir, parce que tout le monde, c'est un petit monde, qui est sous le regard des recruteurs du privé, des chasseurs de tête, etc. Bien, va ensuite avoir l'opportunité, ou va être démarché pour avoir un plus haut poste dans le privé, puis ce haut poste dans le privé va ensuite permettre d'avoir un plus haut poste dans l'État, etc., etc. C'est le cas d'Alexis Kohler, qui est, pour ne prendre qu'une figure, mais c'est le cas aussi, par exemple, de Pierre-André Imbert, qui a fini secrétaire général adjoint de l'Élysée et qui passe par les cabinets de consulting, initialement socialistes d'ailleurs ce garçon, et qui passe par les cabinets de consulting de Raymond Soubi pour mettre en place des plans de licenciement. Donc on passe du public au privé, puis à un plus beau poste, et puis c'est lui qui a écrit et imposé la loi El Khomri avant d'écrire et imposer les ordonnances Pénicaud. Oui. Alors, s'agissant de Pénicaud, d'ailleurs, ça me revient, elle aussi, dans le genre ministre du Travail, qui est chargée de travailler sur la réforme de la formation professionnelle et qui, au sortir de son, on ne dit pas mandat pour ministre, au sortir de sa fonction, monte un cabinet privé de conseil aux entreprises sur les formations. Et donc, elle va marchandiser dans l'économie privée l'expérience, l'expertise qu'elle a acquise dans le service public en tant que ministre. Et on s'étonne presque que ce soit légal, en fait, de marchandiser une expérience des
connaissances acquises dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public, marchandiser ça dans l'économie privée, tirer de juteux profits, vendre ces données, ces renseignements et ces astuces, en gros, pour comment mieux exploiter la nouvelle loi sur la formation professionnelle, en gros, comment vendre la prestation de formation. C'est étonnant que ce soit légal, en fait, cette circulation. C'est non seulement légal, mais c'est la forme ordinaire et successful de la carrière réussie dans la noblesse managériale publique-privée. Donc c'est la circulation même de l'élite de l'élite. Ce qui est évidemment extrêmement grave parce que on voit bien que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter sauf si on les arrête. Oui, mais alors justement, tout à l'heure, ça me rappelle que vous n'avez pas répondu sur Lucie Castet. Oui. Une Lucie Castet qui arrive dans ce truc-là, avec en face d'elle 2000 mecs et nanas qui sont des hauts fonctionnaires matrixés. Que peut un Premier ministre ? Qu'est-ce que ce serait la stratégie de refonte de la fonction publique pour se débarrasser de cette noblesse managériale ou en tout cas parvenir à la reconfigurer? Comment on peut... Je fais partie des personnes qui pensent qu'elle ne pourra rien. Qu'elle pourra simplement si elle s'appuie sur les conférences locales des besoins dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en effet, une politique publique, quelle qu'elle soit, il ne faut pas croire que les hauts fonctionnaires l'appliquent. Les hauts fonctionnaires la freinent, les hauts fonctionnaires la retraduisent. Ah oui, la retraduisent. Une loi, ils peuvent Ils la retraduisent en braquer. pratique. Ils la retraduisent en pratique. Et donc... on peut abroger la LOLF quand même, par exemple. On peut arrêter l'histoire de la fongibilité asymétrique. On n'a pas expliqué, mais... Oui. Non, mais si vous voulez, on peut abroger la LOLF, certes, mais les gens qui sont le produit des écoles du pouvoir, qui ont été matrixés managers, on ne peut pas abroger leur tête. Et donc, camp de rééducation. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, si un gouvernement de transformation sociale peut réussir, c'est uniquement en s'appuyant sur des forces qui sont des forces d'impulsion venues d'en bas, venues tout simplement du monde populaire. Alors ça tombe bien puisqu'il s'agissait d'un nouveau front populaire. Donc ça aurait du sens à ce qu'il soit populaire et qu'il s'appuie sur les impératifs et les urgences des mondes populaires. Vous savez, ça a toujours été le cas. Hein. En 1936, s'il n'y avait pas eu les grèves, pas sûr que voilà. Et de la même façon, en 68, où toutes les conquêtes sociales viennent de mobilisation populaire. Donc, dans tous les cas de figure, que la gauche, mais une gauche de gauche, de rupture, arrive au pouvoir ou pas, il y a besoin pour reconstruire et réinventer aussi les services publics de conférences locales des besoins. Sans cela, c'est-à-dire en imaginant qu'une politique pourrait s'appliquer verticalement, alors on ne connaît rien sociologiquement de ce que c'est que la retraduction perpétuelle d'une politique publique et de l'entre-soi également qui prévaut dans la noblesse managériale publique-privée. Parce que voilà des gens qui, bien sûr, sont potes, mais dans un petit monde, et qui font du sport entre eux, qui vont au spectacle entre eux, qui... ils passent leurs vacances ensemble. Non, mais en plus, bon, ils sont issus des grandes écoles, donc des classes prépa, lesquelles ne sont fréquentées que par des classes sociales extrêmement privilégiées. Ce sont déjà des héritiers, en fait, qui n'ont connu que des milieux extrêmement aisés, qui n'ont jamais eu de contact, pour la plupart, avec les classes populaires, avec les réalités du terrain, et qui, dans leur exercice professionnel, ça, je découvert un mot dans votre bouquin, dans leur expérience professionnelle, se préservent du risque de la stockholmisation, c'est-à-dire que les hauts fonctionnaires entre eux
se disent les uns aux autres, attention, ne va pas sur le terrain, genre le gars qui s'occupe de l'administration des prisons, par exemple. Voilà. Oh là là, faut pas y aller, va pas sur le terrain, faudrait pas que tu ailles voir les résultats de la politique que tu leur as imposée, parce que tu risques d'être stockholmisé. Absolument. C'est l'un des exemples de l'ouvrage où un haut fonctionnaire de Bercy, qui doit couper drastiquement dans le budget de la justice et singulièrement des prisons, le ministère de la Justice et une prison l'invite à venir voir comment ça va. Ses collègues, ses confrères lui disent « non, n'y va pas, enfin, voilà, va pas voir ces gens-là. » Enfin, et stockholmisé, ça veut dire que tu serais l'otage, en gros… T'es l'otage de la réalité. Tu serais l'otage du réel, voilà. Et tu risquerais de tomber en empathie devant le réel qui va te scandaliser et t'indigner. Et donc, il ne faut surtout pas que tu ailles dans l'empathie, il ne faut pas que tu sois l'otage du réel. Et donc, il y a vraiment une démarche très assumée de se couper de la réalité, ne jamais aller découvrir les conséquences des politiques qu'on a imposées. Et ce faisant aussi, ils se mettent à l'abri de ce qu'ils n'anticipent pas et que ne recouvre pas le mot de stockholmisation, qui est que s'ils y descendaient sur le terrain, ils feraient l'expérience de combien ils sont haïssables et haïs par les gens du terrain. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se dispensent de voir, mais ils se dispensent aussi d'être vus par les usagers, ou les détenus en l'occurrence, ou les gardiens de prison, etc. Et donc, ils sont obligés de cultiver une séparation radicale avec le reste de la société, avec ce qu'on pourrait appeler la réalité, qui ressemble un peu à la noblesse. Hein. C'est vrai quand même qu'il y a un côté société d'ordre. Hein. Oui, tout à fait. C'est pourquoi on emploie ce terme qui est un terme choisi avec soin, c'est-à-dire de noblesse, qui dit la coupure. Mais par contre, il ne faut pas croire que tout ceci soit orchestré. Il y a, pourrait-on dire, une forme d'orchestration sans chef d'orchestre. Oui, systémique en fait, c'est le système qui produit sa propre reconduction. Voilà, non pas que ce soit décidé. Alors il y a des parts dans les stratégies de reproduction, on pense au rallye pour choisir des amoureux, des amoureuses à leurs adolescents, que les familles de l'Ouest parisien organisent. D'accord, il y a une partie de contrôle des stratégies conscientes de préservation. Mais globalement, ensuite, j'allais dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent, bien sûr, évidemment, dans les lieux fréquentés, dans les capitaux détenus. Les nobles vivent entre nobles. Je parlais du collectif coude à coude tout à l'heure. Nous serions favorables à ce que les élus, députés, mais aussi les membres de la haute fonction publique fassent, avant de prendre leur poste, une sorte de stage professionnel, puisqu'ils adorent les stages. Bien sûr, un peu de terrain. Voilà, un stage professionnel au SMIC, 3 à 4 mois, dans les conditions du direct. Par exemple, en Picardie, il y a plein de maisons à vendre, vous inquiétez pas, on vous en trouvera, ou en HLM, et qu'ils aient ne serait-ce qu'un minimum de contact avec ce que vivent les personnes qui n'en peuvent plus. Voilà. On cesserait de les mépriser, et on cesserait, notamment dans la lutte contre le RN, de ne pas cibler juste. Parce que aujourd'hui, rien n'est fait, je vous assure, pour contrarier le volume des votes RN. Ce qui fait qu'un accident historique risque d'arriver, ou que vont appliquer les politiques du RN, ceux qui ne sont pas encartés, mais qui ne sont en réalité pas très loin, sous prétexte de diminuer l'influence de ce parti. J'ai très peur de cela, nous sommes, je crois, beaucoup à avoir très peur de cela. On ne cible pas juste, tant qu'on dénonce verbalement sur le mode F comme fasciste, N comme nazi, les 11 millions de personnes qui ont effectué là un geste de revanche et de vengeance contre ce qui leur enfin bon, quand même, a été imposé. L'argumentaire raciste, j'ai été tractée dans des circonscriptions où l'abstention a été massive dans ce qu'on appelle les swing circos. Là, je suis militante, et quand on parle quand même à des électeurs électrices RN, donc, le paradigme raciste est présent quand même dans leur discours. Ça, on ne peut pas complètement ça ne veut rien dire. Annuler ça. Oui, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que racisme n'est qu'un mot. Alors, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle d'un racisme de parole ? Est-ce que l'on parle d'un racisme en acte ? À quel moment, etc. En acte, par exemple, des femmes qui me disent qu'elles vont voter RN
pour, à la fin des fins, priver leurs voisins, voisines de certains droits. Quand je faisais valoir, mais donc vous n'aurez pas de droits en plus en votant RN, elle dit non, non, je sais. Je lui dis donc vous votez juste pour retirer des droits à vos voisins? Oui. Oui, Oui. oui. Alors ce mécanisme-là est très juste. En Picardie, il y a peu d'immigrés racisés, pourrait-on dire, hein, ou de descendants. Oui, de- oui. Mais alors, pour signifier cette concurrence sociale finalement Oui, que oui. vous dites, c'est-à-dire j'ai trop peu, moi, c'est donc que l'autre a Ouais. plus, etc. Ouais, ouais. Bien. Les gens parlent de bougnoul blanc. Bien. Qui parle de bougnoul blanc? C'est un grand nombre de personnes qui votent RN issues du milieu populaire. Se On en a désignent marre. eux-mêmes Non, comme des non, non, bougnoules non. blancs, je On comprends en pas. a marre des bougnoules blancs qui nous piquent nos allocs, qui foutent rien, qui sont des cassos, qui vivent que de l'aide sociale, en oubliant. Alors ça peut viser les jeunes qui sont sous les abribus, parce que c'est les seuls lieux où ils peuvent d'ailleurs être ensemble, les abribus, et qu'il n'y a plus de bus qui circulent par ailleurs. Hein. Mais ça peut viser tel voisin qui semble un peu bizarre, en oubliant que soi-même, on ne peut tenir dans son existence qu'avec les aides sociales que l'on perçoit. Bien. Mais il y a des sortes de fantasmes de concurrence pour les aides. Oui, oui. Le racisme est, d'une certaine façon, Ouais. Le produit de ce fantasme de concurrence. Et le produit de ce processus de concurrence. Le problème, donc, n'est pas d'attaquer le produit, ça ne changera rien, mais les mécanismes de production. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc redonner de la dignité Voilà. à leurs existences. Et vous savez, les vies et les relations sont extrêmement composites. Hein. Moi, j'ai un de mes voisins, je parle des gens avec lesquels j'enquête, et avec les, bien, je le sais, qui, à un moment donné, dans une altercation, fait, et qui vote RN par ailleurs, hein, bon, qui fait des gestes de singe, etc., à un ouvrier comme lui, par ailleurs, hein, d'origine malienne. Bien. Il est marié avec une jeune femme qui est marocaine. Enfin, ses parents sont marocains, d'origine marocaine, elle est française. Mais bon, il s'entend très bien avec ses parents et avec ses frères et avec ses sœurs. Oui, oui. Bien. Et donc, j'insiste beaucoup sur l'idée Oui. que nous sommes, y Pas, compris ouais. nous-mêmes, sommes responsables de cette situation. Qu'à un moment donné, on accepte de se salir les mains plutôt que de serrer dans nos bras avec des hugs sympathiques des gens qui sentent l'eau de Cologne. Bien. Ou le Mais Chanel. c'est quoi se salir les mains en l'occurrence? D'aller vers les personnes qui sont votants RN dans les milieux populaires parce que leur vie est devenue intenable et leur avenir interdit, pour qu'on se connaisse, pour qu'on s'aide et s'entraide. C'est possible partout. Il faudrait, comme en 1936 en Espagne, pas des brigades internationales, mais enfin des brigades de militants qui aillent là. Oui, avec le risque voilà. que l'extraterritorialité, si c'est des brigades qui arrivent de Paris Oui, centre-ville bien et qui sûr. vont se retrouver en Picardie Bien avec sûr. leur côté avant-garde éclairé, on va vous expliquer la vie, on va prendre Bien soin de sûr. vous. Je veux dire, Bien je sûr. pense que Bien sûr, mais vous inquiétez pas, en Picardie, on les mettra à faire la vaisselle, par exemple, hein, et ils seront bien utiles. Je dis cela, c'est pas par rêverie. C'est tout simplement parce que dans les ronds-points gilets jaunes Ouais. sur lesquels j'étais, dans l'Oise et dans l'Aisne, bien, il y a eu, comme pourrait-on dire, des sortes de miracles sociaux. Moi, je me souviens. Bien, au départ, il y avait cette floraison de drapeaux bleu, blanc, rouge. Je me souviens d'un jeune plombier, auto-entrepreneur, Johan, qui vient vers moi l'un des 2 premiers jours et qui me dit, peut-être par provocation, par défi, moi je suis raciste. Tu me diras, je suis un con, mais il voyait bien que nous, on était quelques-uns, on n'était pas de son bord. Je suis raciste, je suis un... 2 semaines plus tard, parce qu'on s'était côtoyés, 2 semaines plus tard, parce qu'on avait été faire les courses ensemble, parce qu'on avait fait le barbecue ensemble, parce qu'on avait monté les tentes ensemble, parce qu'on avait fait ensemble. Oui, c'était Eh une bien, expérience de socialisation. Enfin, 2 semaines plus tard, ouais. il était raide amoureux de Malika et trouvait chez les parents de Malika, le raciste initial, trouvait chez les parents de Malika 1001 fuites d'eau que même n'avait jamais détectées. Ouais, avec toutes sortes de choses à réparer. Donc, s'en ouais. allait systématiquement. Ils sont mariés, ils ont une petite fille, ils en attendent une seconde là, qui va venir. Et quoi? Et on s'est connus, et on s'est parlé,
et on sait à un moment donné entraider. Mais si on laisse les gens seuls face à cette somme de colère, alors, bien sûr, les choses ne changeront pas, elles ne feront qu'aller dans la dégradation, bien évidemment. Donc oui, ça nous revient. Bon, manifester, mais ce sont mes amis qui le font, donc je le dis avec tendresse, j'allais dire, manifester qu'on ne supporte pas le Rassemblement national en étant au côte à côte, entre soi, dans des gens avec des gens qu'on aime bien, ne sert à rien. Parce que, y compris même ça a des effets contre-productifs, en voyant tous ces gens amassés, les gens qui votent Rassemblement national n'auront qu'une seule envie supplémentaire de dire fuck. Bon, et à un moment donné, il faut cibler juste la question de la recomposition d'un tissu de services publics qui sont les services de l'aide sociale et de l'égalité sociale, qui éviteront cette détestation et cette haine et que cette colère s'ajoute à la somme de colère, est absolument nécessaire par des conférences locales des besoins de services publics. Mais ça ne suffira pas. Il faut se retrousser les manches pour que change au moins un peu et que redevienne un tout petit peu audible la parole politique, se retrousser les manches en organisant des banquets populaires pour lutter contre l'effondrement des entre-soi, pour se connaître et que ce ne soit plus chacun seul, et puis des améliorations de la vie avec des centres d'entraide d'urgence. Ça, c'est à notre portée. Il y a des choses qui ne sont pas complètement à notre portée, si ce n'est tous les 5 ans, et de façon tout à fait éventuelle. Bien. Si on veut transformer le monde, allons-y, transformons le monde. Oui, mais quasiment, on se fait agent de service public soi-même au quotidien. En fait, c'est à nous d'assurer, là, votre proposition très citoyenne, d'animer des banquets populaires, de recréer du tissu, du lien. D'une certaine façon, faisons-nous tous fonctionnaires sans le statut, mais en tout cas, assurons cette mission de service public. D'une certaine façon, le monde social nous appartient. Oui. Et si nous le laissons en l'état, c'est que finalement, il nous convient. Alors qu'on ne se plaigne pas, mais ce sera peut-être trop tard. Eh bien, je propose qu'on s'en tienne là sur cette sonnette d'alarme que vous tirez. Je vous remercie beaucoup, Willy Pelletier, pour ce livre consacré à la haine des fonctionnaires, pour cet échange où le thème de la question de la montée du Rassemblement national a été finalement assez présent, alors qu'il n'est pas dans le livre, mais je pense que vous articulez vraiment ces deux thèmes. Merci beaucoup. Vous remercierez aussi Julie Gervais et Claire Lemercier pour leur travail dans ce livre dont je vous recommande la lecture. Comme je le disais au début, c'est d'une écriture extrêmement truculente, vivante, passionnante, et on n'est pas que dans des affects joyeux, hein, on est très en colère, mais d'une colère extrêmement disposée à passer à l'acte, donc émancipatrice. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Dans le texte. Salut!